Il existe des histoires qui ne survivent que dans les interlignes, des noms que les livres n'osent pas mentionner, mais qui murmurent entre les pages arrachées de l'histoire. Certaines ont été effacées par la peur, d'autres par l'amour, et l'une d'elles est née d'un portrait oublié, une photographie qui n'aurait jamais dû être retrouvée. Dans les archives du Kremlin, entre ordres d'exécution et rapports de guerre, un historien russe a trouvé une image ancienne, sans légende. La photo montrait une femme au regard ferme et mélancolique. Cheveux tirés, le corps légèrement courbé, comme si elle dansait jusque dans le papier. Au dos de la photo, une seule signature tremblait. Olga L. L'historien a passé des mois à chercher qui elle était. Et plus il fouillait parmi les documents interdits, plus il comprenait qu'il venait de trébucher sur quelque chose que le temps voulait enterrer, avant de continuer. Si tu aimes les histoires effacées, les secrets politiques et les mystères réels, abonne-toi maintenant à la chaîne, car dans les prochaines semaines, nous allons révéler d'autres récits que le pouvoir a tenté de faire taire pour toujours. Le nom d'Olga L. n'apparaissait que sur des listes artistiques, mais toujours accompagné de mentions inhabituelles. Réservé, choisi, priorité du Kremlin, et une date revenait sans cesse à côté de son nom, 1934, l'année où tout a commencé à changer. La favorite du régime. Fait historique. Olga Lepeshinskaya est née à Kiev en 1916. Fille d'une famille d'origine noble, elle a grandi entre discipline et idéalisme. Tout enfant, elle fut sélectionnée pour étudier la danse à Moscou. Là, son corps a appris ce que son âme savait déjà. La légèreté était le seul refuge possible en temps de fer. À 10 ans, elle monta pour la première fois sur la scène du Bolchoï. Le public se leva, non pas seulement pour la technique, mais parce qu'il y avait dans son regard quelque chose d'ancien et de dangereux, l'éclat de quelqu'un qui croyait encore à la beauté. Même lorsque le monde entier se mettait à genoux devant la peur, à 17 ans, Olga se produisait déjà lors de concerts privés au Kremlin. Elle était la plus jeune ballerine à danser pour l'élite soviétique. Mais dans cette assemblée d'uniformes et d'épaulettes, un homme regardait toujours en silence. Le dirigeant suprême, Joseph Staline. Staline n'applaudissait pas, il ne souriait pas. Il observait seulement, les doigts crispés sur l'accoudoir, comme s'il voulait maîtriser son propre élan à ressentir quelque chose. Et lorsque la danse s'achevait, le silence pesait plus que tous les applaudissements. Les gardes l'ont remarqué les premiers. « Il ne détourne pas le regard », murmurait-il entre eux. Certains appelaient cela de l'admiration, d'autres, une fascination dangereuse. Mais personne n'osait le dire à voix haute. Pas si l'on voulait survivre. Le dictateur et le miroir, psychologique. Staline était un homme divisé. Pour le monde, l'acier. Pour lui-même, un labyrinthe sans issue. Il craignait la trahison plus que la mort, et se méfiait jusqu'à de son propre reflet. Il avait fait de la paranoïa un art. Chaque regard, chaque mot, chaque respiration autour de lui était mesurée. Rien n'échappait au contrôle, sauf cette jeune femme qui tournoyait sur scène. Comme si elle défiait la gravité, elle incarnait tout ce qu'il avait perdu. L'innocence, la liberté, le rêve. Et c'est pourquoi Staline ne la regardait pas en homme, mais en prisonnier contemplant la clé de sa cellule, un aperçu de ce qu'il ne pouvait posséder. Des psychologues modernes diraient qu'il projetait en elle sa propre humanité. Qu'Olga était le miroir où il voyait ce qu'il restait de l'homme, sous le dictateur. Et peut-être pour cela, dit-on, il l'a voulu tout près, non pour l'aimer, mais pour surveiller la part de lui qui sentait encore. Pendant les représentations, Staline clignait rarement des yeux. Le public ne voyait qu'un chef impénétrable. Mais à l'intérieur, il luttait contre quelque chose qu'il ne savait nommer. Un vide ancien, une peur de s'attacher. Parce que tout ce qu'il aimait, il finissait par le détruire. La nuit de 1934, rumeur historique. Les archives officielles confirment qu'en 1934, après l'assassinat de Sergueï Kirov, Staline s'est enfermé plusieurs jours au Kremlin. Aucune réunion, aucun décret, aucun visiteur. L'URSS s'est figé, attendant la fureur à venir. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Selon des témoignages non confirmés, la même semaine, Staline demanda un concert privé. Aucun musicien, aucun ensemble. Seulement une ballerine,
Olga Lepeshinskaya, et un ordre. Éteignez les lumières extérieures. La salle fut préparée à la hâte. Des rideaux lourds, un fauteuil solitaire et une bouteille de vodka. Olga entra seule, sans savoir à quoi s'attendre. Seulement le bruit lointain d'une horloge et les yeux du dictateur, fixés sur elle. On dit qu'elle a dansé comme jamais auparavant, sans applaudissements, sans orchestre, sans témoins. Chaque mouvement était une prière muette ou une provocation. Son corps disait ce que personne n'osait formuler, et Staline écoutait, en silence. Lorsque le dernier geste s'acheva, il ne dit rien. Il se leva lentement, porta la cigarette à ses lèvres et resta immobile. Dehors, les gardes n'entendirent que le déclic du briquet. On raconte que cette nuit-là, aucune exécution ne fut signée. Les ordres d'arrestation restèrent sur le bureau, sceaux intacts et encriers encore ouverts, jusqu'à l'aube. Le dictateur n'écrivit rien, comme si, pendant quelques heures, le goût du sang s'était évanoui. La rumeur se répandit discrètement parmi les officiers. Elle l'a apaisé, elle l'a envoûté. Elle l'a fait hésiter. Mais chaque phrase chuchotée coûtait trop cher pour être répétée. Le lendemain matin, Staline parut plus contenu. Il fumait moins, parlait lentement, fuyait les regards. Mais ceux qui le connaissaient savaient. Quelque chose avait changé en lui. Une fine coupure invisible, faite par une femme qui dansait et qui, peut-être, lui avait rappelé qu'il était encore humain. Olga rentra chez elle en silence. Aucun remerciement, aucune explication. Seulement l'odeur de fumée imprégnée dans ses vêtements et l'étrange impression d'avoir été observée par un homme et disséquée par un dieu. Les jours suivants, l'atmosphère au Kremlin devint lourde. Certains officiers commencèrent à l'éviter. D'autres la regardaient avec un respect mêlé de crainte. Elle avait pénétré le territoire de Staline et en était sortie vivante. Mais pour combien de temps? La disparition. Quelques jours plus tard, Olga a disparu de la scène. Aucun communiqué, aucun adieu. Seulement une note sèche dans le registre du Bolchoï, transférée temporairement pour raison de santé. Et un silence pesant envahit les couloirs. Dans les coulisses, les chuchotements commencèrent. Les uns disaient qu'elle avait été envoyée dans une résidence spéciale. D'autres, qu'elle avait été interrogée par Beria, chef du NKVD, mais personne n'en savait rien. Et nul ne posait deux fois la même question. Le temps passa, et lorsqu'elle revint enfin, ses pas n'étaient plus les mêmes. Elle dansait toujours à la perfection, mais l'âme semblait absente, comme si une part d'elle était restée dans un lieu que nul ne pouvait voir. Le public se levait, mais ceux qui la connaissaient de près remarquaient quelque chose d'étrange. Ses yeux ne brillaient plus. Elle se mouvait avec la précision d'une machine, comme si danser était désormais un devoir, et non un don. Quelques collègues murmuraient à voix basse, elle en savait trop. D'aucuns juraient que Staline envoyait encore des fleurs anonymes au théâtre. Jamais de nom, seulement une initiale, la même que la signature au dos de la photo. Elle, Lat, des décennies plus tard, dans un sous-sol humide de l'Institut d'histoire de Moscou, un chercheur découvrit une chemise marquée d'une encre délavée. Confidentiel 1934. Entre rapport de sécurité et liste d'invités, un plus petite enveloppe. Scellée du sceau du Kremlin. L'historien Boris Elizarov avait étudié la vie intime de Staline pendant des années. Il savait qu'entre le pouvoir et le délire, il y a toujours une femme invisible, mais il ne s'attendait pas à trouver quelque chose d'aussi personnel. Le papier, jauni et fragile, contenait une seule phrase écrite en rouge. « Pour protéger la ballerine ». Et l'oublier. L'écriture était inconfondable, épaisse, ferme, sans hésitation. Un tracé qui ressemblait à un ordre, mais aussi à un aveu. Comme si l'homme le plus craint de la Terre s'était, l'espace d'un instant, rendu au souvenir. Elizarov tenta d'enregistrer le document, mais quelques jours plus tard, l'archive disparut des registres officiels. L'enveloppe s'évanouit, et l'historien fut averti de ne pas poursuivre des recherches personnelles. Il ne resta qu'une photographie, celle d'Olga L. Lors d'une interview, des années plus tard, Boris commenta avec ironie, «
Certains secrets de Staline ne résident pas dans ses ordres, mais dans les choses qu'il a exigé de détruire. Et parmi ces choses, peut-être, se trouvait une histoire d'amour, que le dictateur lui-même ne supportait pas de se rappeler, écho du silence. Au Bolchoï, on ne prononçait plus son nom, mais quand le public la voyait danser, quelque chose semblait différent, comme si chaque geste portait une culpabilité. Un reporter écrivit « Elle danse comme si elle tentait d'effacer un souvenir ». Olga parlait rarement du passé. Sa posture trahissait pourtant une femme qui en savait trop. Aux répétitions, elle gardait ses distances, parlait bas et parfois se perdait en silence au milieu de la musique, comme si quelqu'un l'observait encore, des décennies plus tard. Des psychologues qui ont étudié ses photos et enregistrements ont noté une transition visible dans son expression corporelle. Avant 1934, légèreté et spontanéité. Après, rigidité, autocontrôlée. Précision quasi militaire, le reflet parfait de quelqu'un qui a vécu sous le regard de Staline. Elle épousa Léonid Reichmann, un agent du renseignement soviétique, peut-être en quête de sécurité au sein même du système qui la hantait, mais le destin fut cruel. Il fut arrêté en 1951, accusé de conspiration. Et à nouveau, Olga se retrouva seule, avec ses fantômes. On dit qu'après l'arrestation de son mari, Staline fit transmettre un message par des intermédiaires. Elle est intouchable. Nul ne sait s'il s'agissait de protection ou de surveillance. Mais dès lors, aucun homme ne s'approcha d'elle sans crainte. Le poids du regard. La psyché de Staline est un labyrinthe de paradoxes. Des hommes comme lui n'aiment pas au sens commun du terme. Ils contrôlent, façonnent, possèdent, comme si le sentiment était une extension de l'Empire. Et peut-être, pour la première fois, a-t-il rencontré quelque chose qu'il ne pouvait dominer. Olga représentait ce qu'il craignait le plus, la fragilité. Et c'est pourquoi il ne l'a pas détruite, il l'a éloignée. Car tuer est facile, mais vivre avec ce qui te fait sentir, c'est insupportable. Au Kremlin, Staline appelait faiblesse ce que tout autre nommerait émotion. Pour lui, pleurer était une défaillance du corps, aimer une déviation du devoir. Mais cette nuit de 1934, la ballerine a touché quelque chose que même la terreur du régime n'a pu étouffer. Les rumeurs disent qu'après le spectacle, il ne dormit pas. Il arpenta les couloirs jusqu'à l'aube, regardant son reflet dans les vitres noires, comme s'il cherchait l'homme qui existait avant de devenir un dieu. Et peut-être a-t-il compris une chose terrible, que le pouvoir absolu n'est pas invincible, mais profondément solitaire, et que, l'espace d'un instant, une femme qui danse peut être plus puissante qu'une armée. Entre l'amour et la peur, Olga n'a jamais confirmé la rumeur de la nuit solitaire. En interview, elle disait seulement « Staline me voyait comme un symbole de la femme soviétique ». Mais lorsqu'on lui demandait s'il était tombé amoureux, elle répondait d'un sourire vide et d'un regard fuyant. Certains pensent qu'elle a survécu précisément parce qu'elle s'est tue, d'autres qu'elle fut épargnée par compassion. Peut-être les deux, peut-être parce qu'au fond, Staline savait que la détruire serait anéantir le dernier fragment de pureté qui restait en lui, et cela car il ne l'aurait pas supporté. Des années plus tard, quand Khrouchtchev dénonça les crimes de Staline, Olga demeura silencieuse. Ni défense, ni accusation, comme si elle respectait encore le fantôme de l'homme qui l'avait marqué, ou peut-être craignait-elle qu'il ne soit jamais vraiment parti. Elle continua d'enseigner au Bolchoï jusqu'à la fin de sa vie. Ses élèves disaient qu'il y avait en elle une tristesse inexplicable, une sorte de nostalgie que les mots n'atteignent pas. L'une de ses disciples confia, on aurait dit qu'elle dansait avec quelqu'un d'invisible, toujours à ses côtés. Et c'était peut-être le cas, car certaines présences ne meurent pas. Elles deviennent souvenirs, et le regard de Staline, ce regard qui ne déviait jamais, semble être resté prisonnier en elle pour toujours, comme une ombre au cœur du mouvement. L'historien. Des années après la mort d'Olga, le même historien retourna aux archives du Kremlin. Il chercha encore le billet, l'enveloppe, la moindre trace, mais il ne trouva que le vide. La référence avait été supprimée jusque du catalogue électronique. Lors d'une conférence, il déclara « Certaines vérités sont comme le feu.
plus on veut les éteindre, plus elles laissent de fumée. Et il projeta à l'écran la photo sans légende, celle par qui tout avait commencé. Dans la salle, le silence fut total. Nul ne savait si cette femme avait vraiment existé, ou si elle n'était qu'un symbole, le reflet d'une culpabilité collective. Mais, l'espace d'un instant, tous y crurent. Le mystère d'Olga L. devint une forme de mythe académique. Certains s'affirmaient que la photographie était un montage. D'autres juraient l'avoir vue dans les archives avant sa disparition. Mais personne ne put rien prouver. Et peut-être est-ce là l'essence des fantômes historiques? Ilizarov mourut sans révéler où il gardait ses notes. Certains pensent que les papiers furent détruits, d'autres qu'ils furent confiés à une fondation étrangère. Il ne resta que le murmure, le doute, l'atmosphère, et une seule phrase couchée dans son journal. Elle a dansé, et le monde s'est arrêté. Épilogue psychologique. Olga Lepechinskaya a vécu jusqu'en 2008. Ces dernières années, elle accordait rarement des interviews. Quand elle parlait, ses mots étaient mesurés. Mais ses silences en disaient davantage. Peut-être que le temps lui avait appris que la vérité, parfois, tue plus que le mensonge. Un journaliste insista. « Le camarade Staline vous aimait-il » Elle sourit, mais fuyait la caméra du regard. Après un long silence, elle répondit « Il aimait ce qu'il voyait en moi, mais pas moi. » Cette phrase résume tout. Staline n'a jamais aimé les personnes, seulement des reflets. Et Olga fut le miroir qui, un bref instant, lui rappela qu'il était un homme qui bâtit un empire de peur, pour ne pas avoir à affronter le vide qui vivait en lui. C'est peut-être pour cela que son histoire a été effacée. Car dans un régime de fer, rien n'est plus dangereux qu'un souvenir humain. Et Olga était précisément cela, le souvenir que même le tyran peut hésiter. Elle a dansé devant l'homme qui ne craignait pas Dieu, et elle l'a fait hésiter. Et au fond, ce fut peut-être la plus grande révolution silencieuse du siècle. Une révolution née non d'idéologie, mais d'un simple pas de balai, sous l'ombre de la peur.